Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Un épisode aussi exceptionnel qu'imprévu, puisque si vous avez écouté notre épisode sur la revanche de Freddy, vous n'êtes pas sans savoir que Jack Sholder, le réalisateur du film, devait venir en fin d'épisode pour parler un peu avec nous du film et de sa production. Ce qui s'est passé, c'est que Jack Sholder a accepté de jouer le jeu de l'interview et de venir nous parler, sauf qu'il a été plus bavard que prévu. On visait 1 heure max et ça a duré plus longtemps et ça a dévié sur tous ces films en fait. Wishmaster 2, The Hidden, l'excellent The Hidden, Arachnid, etc., etc. Donc on a décidé d'offrir à cette interview un écran un peu plus luxueux. On se disait que ce serait dommage de laisser ça un peu en bonus de fin d'épisode, ça méritait plus. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un réalisateur américain chez Jumpscare, donc on en profite. Jack Sholder, c'est un réalisateur américain, donc qui a réalisé beaucoup de films et qui a vécu aussi les débuts de la New Line Cinema en tant que monteur puis en tant que cinéaste. La New Line, c'est ce studio qui est derrière le Conjuringverse ou encore Le Seigneur des Anneaux, pour vous rendre compte un peu de à quel point c'est un rouleau compresseur. À l'époque, c'était juste un petit studio de distribution qui a fait fortune grâce à la franchise des Freddy. Et évidemment, Freddy, on va en parler, puisque Jack Sholder s'est fait connaître avec La Revanche de Freddy. Et après, il a enchaîné sur The Hidden et plein d'autres films très sympas qu'on va évoquer. Voilà. Il parle anglais, évidemment. Vous allez voir, on a une VF. On remercie Thibaut, qui s'est prêté au jeu de la VF, qui est donc notre VF de Jack Sholder. Comme ça, tout le monde peut avoir accès à l'interview. Alors, vous allez voir, il y a des moments qu'on a laissés un peu en anglais par souci de fluidité et parce qu'il y a des choses qui sont plutôt marrantes. Notamment un moment où on vanne un peu la série Vendredi 13. On pouvait pas, en fait, doubler des vannes. Ça aurait enlevé le côté marrant de la chose. Donc on l'a laissé comme tel. Voilà, si vous comprenez l'anglais, tant mieux. Si vous comprenez pas, vous en faites pas, ça dure que 2-3 minutes. Grand max. Voilà. En tout cas, j'exige un maximum de merci Thibaut en commentaire, puisque Thibaut a dû se taper plus d'une 30aine de pages de lecture devant son micro. On mettra peut-être l'interview en non montée, en brut, un moment sur YouTube en anglais, pour ceux qui peuvent suivre l'anglais. Mais voilà, on voulait vraiment que tout le monde puisse suivre. Il y a eu beaucoup de montage. C'est la première fois qu'on fait ça. On espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à faire des retours sur le format. C'est encore un peu en bêta. N'oubliez pas que c'est un podcast do it yourself dans l'âme. Donc voilà, on espère vraiment que ce sera écoutable, on espère que ce sera confortable pour vous plutôt à l'écoute. On a vraiment tout donné. Donc voilà, un gros merci à Thibaut d'avoir prêté sa voix à Jack Sholder. Et évidemment, un gros merci à Jack Sholder s'il nous réécoute. Voilà. Sans plus tarder, on va laisser le principal intéressé se présenter. Je suis Jack Sholder, je suis un metteur en scène américain. J'ai vécu en France pour un été dans les années 60 et j'aime beaucoup la cinéma français. C'est une grande influence dans ma vie et aussi j'aime beaucoup le pays, la cuisine, les gens et je suis très heureuse de parler avec vous. Pour commencer en douceur, d'où vous est venue votre passion du cinéma? So, actually, I wanted to be a musician. En fait, de base, je voulais être musicien. J'ai étudié pour devenir trompettiste classique et j'ai étudié la musique classique. C'est vraiment ma grande passion à l'époque. That was really my great passion. I was very good, and I played all my life. Up until a few years ago when my chops, my lips. J'étais très bon. Et j'ai joué toute ma vie jusqu'à quelques années, quand mes lèvres sont devenues trop fatiguées pour jouer. Mais à un certain moment, j'ai réalisé que même si j'étais très bon, il y avait des gens qui étaient très, très, très bons. J'ai donc décidé de devenir écrivain. En fait, je voulais écrire de la poésie, croyez-le ou non. J'étais à l'université d'Édimbourg pendant 1 an. C'est juste après l'été que j'ai passé à Besançon, aussi à l'université. C'est là que j'ai appris le peu de français que je connais et que je me suis retrouvé avec un groupe de personnes très intéressants. À un moment donné, par hasard, j'ai pris du LSD et j'ai réalisé que les mots étaient sans importance. Et donc, c'était la fin de ma carrière d'écrivain. J'avais une petite amie
Et elle aimait le cinéma, donc j'ai commencé à regarder des films. Et je me suis dit, je serai réalisateur de cinéma. Juste comme ça. The films that we watched together that we really loved were French films. I mean, it was the time of the Nouvelle Vague. Les films qu'on regardait ensemble et qu'on aimait vraiment étaient des films français. C'était l'époque de la Nouvelle Vague. Donc nous avons vu tout Jean-Luc Godard, tout Truffaut, tout cela. Et donc voilà comment je me suis intéressé à la réalisation. And so that's how I got interested. It was never like, Ce n'était pas comme les réalisateurs qui disaient qu'ils avaient fait des films dans leur jardin avec une caméra Super 8. Mais, de façon assez ironique, mon père faisait des films maison. Il avait une petite caméra 8 mm et faisait des films de famille. Un autre fait intéressant est que mon grand-père, qui a émigré aux États-Unis depuis l'Angleterre, a ouvert le premier cinéma en plein air dans le New Jersey dans les années 20. Opened up the first drive-in movie theater in New Jersey in the 20s. Et mon père transportait les bobines de films pour lui. Je les ai tous gardés. Et j'ai aussi gardé le projecteur que mon père utilisait. Quelle a été votre porte d'entrée dans le monde du cinéma et quel a été votre premier job dans le domaine du cinéma? My first job was Mon premier emploi, je l'ai trouvé pendant que j'étais à l'université. This is another interesting story. I hope I'm not going to bore you. C'est une autre histoire intéressante, ça. J'espère que je vais pas vous ennuyer avec cette histoire, mais j'ai obtenu un emploi au National Institute of Health. J'ai dit à l'université que je m'intéressais au cinéma et que je voulais en apprendre davantage sur le sujet. Personne n'avait de programme de cinéma à l'époque, en dehors de quelques grosses universités. Mais ils m'ont trouvé un emploi auprès d'un anthropologue. Il travaillait pour un scientifique qui étudiait une maladie du système nerveux appelée Kourou. Who was studying a disease of the central nervous system called Kourou. Elle n'a touché qu'une seule tribu en Nouvelle-Guinée, et personne d'autre dans le monde n'a contracté cette maladie. Elle était liée à la dystrophie musculaire et à d'autres maladies qui affectaient les nerfs et paralysaient le corps. En fait, la tribu était essentiellement une tribu de l'âge de pierre, aussi étrange que cela puisse paraître. Il s'est rendu compte que, dans quelques années, toute cette tribu porterait soit des t-shirts de Michael Jackson, soit aurait disparu. Il voulait donc documenter cette culture avant qu'elle ne disparaisse. Il a donc engagé un anthropologue qui s'est rendu sur place et a tourné des films, il a catalogué pour tous les archiver, sans pouvoir les montrer derrière malheureusement. Les séquences originales étaient toutes non coupées et ne disaient rien d'autre que ceci était ici et que ceci était là à telle date, sans aucun jugement. Il m'a donc proposé de faire du montage sur quelques bobines pour montrer certains aspects de leur culture, comme leur religion, leur cérémonie et leur nourriture. Alors bien sûr, j'ai dit oui. Je me suis directement mis à monter le film sur leur alimentation. J'ai donc monté un film que vous avez certainement tous vu, intitulé La nutrition dans la tribu des hautes terres orientales de la Nouvelle-Guinée. Mon film préféré, un classique des années 80. My favorite film. A classic. All-time favorite, yes. Anyway, Il n'y avait rien de créatif en vrai. En gros, je passais tout en revue. Si quelqu'un mangeait quelque chose, cuisinait quelque chose ou attrapait quelque chose, je le mettais dans le film. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai appris tout du processus. J'ai appris comment fonctionnait le matériel de montage, ce qui se passe dans les laboratoires cinématographiques, et puis tout le reste. Puis je suis retourné à l'école, et j'ai commencé à faire des petits films tout seul. Des films qui n'avaient pas de son, car tout ce que je montais n'en avait pas. Il n'y avait donc pas du tout de montage dramatique ni rien. Puis j'ai commencé à faire des petits films avec d'autres personnes de l'école qui en savaient un peu plus que moi. J'ai fait un court-métrage et je l'ai montré à un ancien étudiant de mon université qui était devenu réalisateur de documentaires à New York. Il est venu me rendre visite, et je lui ai montré le film. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai déménagé à New York et j'ai appelé ce même réalisateur pour lui demander s'il pouvait me donner du travail. Il m'a dit qu'il avait justement ce qu'il me fallait, et c'est comme ça que j'ai eu un peu de travail de montage. C'était assez simple. And then I doing some work for him, and then I ended up, he was directing a documentary on the life of Martin Luther King.
J'ai commencé à travailler pour lui pendant qu'il réalisait un documentaire sur la vie de Martin Luther King. J'ai commencé en étant assistant monteur dessus, mais tous les autres monteurs sont partis pendant la production, donc j'ai dû faire la plupart du travail. Je ne dirais pas que j'ai monté le film en entier, mais j'en ai monté une grande partie. Ça a l'avantage d'avoir été instructif, j'ai beaucoup appris, et j'ai surtout pu gagner un peu ma vie. Et du coup, c'est un peu comme ça que je suis devenu monteur. Après, s'il m'avait dit « je tourne quelque chose et j'ai besoin d'un assistant caméraman », je serais peut-être devenu caméraman. Mais en fait, j'étais idéalement placé pour devenir monteur parce que j'ai étudié la littérature à l'université. La littérature anglaise, plus spécifiquement. J'ai donc tout lu. J'ai lu tous les grands romans, toutes les grandes pièces de théâtre, tous les grands poèmes. Ça m'a fait comprendre ce qu'était une histoire. Et puis à côté, j'étais musicien, et le montage était un art très musical. Vous utilisez évidemment de la musique dans un film, mais le film lui-même est comme de la musique. Il se déroule dans le temps, il a un rythme, il a un micro-rythme en termes de coupe, comme dans la musique. La plupart des bons monteurs que je connaissais ont une formation musicale. Ils jouent tous d'un instrument ou sont très impliqués dans la musique. J'ai appris tout ça sur le tas, de la même manière que la plupart des gens apprennent quelque chose en travaillant comme apprenti. En devenant assistant, puis monteur en chef. Au bout de 5 ou 6 ans, normalement, quelqu'un vous engage comme monteur si tout va bien. Eh bien, je n'ai pas eu cette opportunité. J'ai juste monté des petites choses et j'ai tout appris par moi-même. Est-ce que vous pouvez nous raconter ensuite vos débuts en tant que monteur, du coup, à la New Line Cinema? Right. Well, soon after I moved to New York. Peu après mon arrivée à New York, un de mes amis connaissait quelqu'un qui travaillait pour New Line Cinema. Il était encore à ses débuts. Il y avait à peine 2 ans environ. Il était dans un petit bureau au-dessus d'un bar, et il y avait 4 personnes qui travaillaient là. Ils m'ont dit qu'ils distribuaient aussi bien des petits courts-métrages que des longs-métrages. J'ai donc apporté quelques-uns de mes courts-métrages et j'ai rencontré Bob Shaye, qui était le directeur de la société. Quelques semaines plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Passez au bureau et parlons de vos courts-métrages. » Je suis donc venu dans son bureau et il m'a dit « Vous savez, j'ai regardé vos films, je les ai trouvés bons, mais nous n'avons vraiment pas besoin de courts-métrages maintenant. Merci beaucoup cependant. » J'ai dit ok, d'accord, et je suis parti. Juste avant qu'il sorte, il m'a dit au fait, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait monter une bande-annonce? Évidemment, j'ai dit moi je peux. Je veux dire, je n'avais jamais monté une bande-annonce avant, mais je me suis dit que je pouvais le faire. Et puis pourquoi pas? Il m'a juste dit d'accord. On a donc loué la salle de montage de quelqu'un d'autre, car à l'époque, peu de gens possédaient cet équipement chez eux, c'était très cher. Nous avons monté une bande-annonce ensemble et nous sommes restés dans la pièce pendant tout le week-end. On ne sortait que pour aller chercher de la nourriture. And basically, we just stayed in the room the entire weekend. I mean, I think we left to get some food, and that was it. And by the end of the weekend, à la fin du week-end, Bob Shaye et moi étions devenus de très bons amis. J'irais presque jusqu'à dire qu'il m'a adopté en quelque sorte. J'étais comme un petit frère pour lui, mais dans le bon et le mauvais sens du terme. Il me torturait parfois, comme tout bon grand frère. Mais à chaque fois qu'il avait besoin d'un monteur, il m'appelait. Et si j'avais du temps libre, ce qui était la plupart du temps le cas, je le faisais. Je crois que j'ai fait quelque chose comme 80 bandes annonces pour eux. Ils me donnaient le film et je trouvais un concept pour la rendre attirante. J'écrivais les bandes annonces en quelque sorte, puis je les montais. C'était une excellente façon d'apprendre à faire des films. Parce qu'en fait, c'est un peu comme prendre une grosse horloge de grand-père, on la démonte, on la remonte, puis on la démonte pour en faire une montre. Là, vous prenez un film de 120 minutes et vous le remontez comme un film de 2 à 3 minutes. Donc premièrement, vous voyez vraiment le concept, c'est fait, comment c'est construit. Et deuxièmement, vous apprenez ce qu'est une histoire, parce que vous prenez cette grande histoire et vous en faites une plus petite. Et bien sûr, il n'y avait pas d'obligation d'honnêteté. Donc s'il y avait un plan d'une poitrine nue qui traînait, on le mettait dedans et on donnait l'impression qu'il s'agissait d'un film avec plein de femmes nues. Qu'il y ait ce plan de femmes nues ou pas dans le film.
Mais c'est car l'histoire que je voulais raconter dans la bande-annonce, c'était pas nécessairement celle du film. Enfin, je veux dire, en général, c'est le cas. Mais pour faire venir un public avant tout. J'ai beaucoup appris en faisant ça, surtout sur des films d'action. J'ai monté les bandes annonces de tous les films Street Fighter avec Sonny Chiba, où on y voyait de ses combats. Il y a un combat où je crois que dans le film original, il frappe le gars à l'arrière de la tête et les yeux du gars sortent de sa tête à travers les orbites. De nos jours, ça aurait été fait en image de synthèse, mais à l'époque, c'était très inspiré d'Eisenstein. Dans l'âme, en tout cas. C'était comme le montage russe et le film muet. Tu prenais 2 ou 3 morceaux de pellicule et tu assemblais pour donner l'impression qu'il se passait quelque chose et ne s'est jamais vraiment produit. J'ai donc beaucoup appris à ce sujet. C'était une bonne formation pour ce que j'ai fini par faire. Vous avez réalisé de nombreux films, mais avant de passer à la réalisation, vous avez aussi travaillé en tant que monteur sur un slasher du nom de The Burning, Carnage en français. Qu'avez-vous pensé de cette expérience? Eh bien, ironiquement, j'avais été chef-monteur pendant 10 ans à ce moment-là. J'ai même réussi à gagner un Emmy Award pour le meilleur montage pour la télévision. Mais tout ce que j'ai monté, c'était surtout des documentaires et des bandes annonces, ce qui était un très bon bagage, parce que dans un documentaire, le monteur raconte une histoire. Tu sais, tu tournes, et ensuite tu dois essayer de trouver l'histoire dans toutes ces images. You shoot, and then you have to try to find a story in all of that footage. But so The Burning was the De son côté, Carnage a été le premier long métrage. En fait, le seul long métrage que j'ai jamais monté. Même si, bien sûr, j'ai supervisé le montage de tous mes autres films. Obviously, I've supervised all the editing of all of my other films. Mais j'ai beaucoup appris parce que j'avais déjà écrit le scénario du slasher Alone in the Dark, qui a fini par devenir mon premier long métrage. En 1980, New Line n'était qu'une société de distribution de films qui ne produisait pas de films. Ils ont réalisé qu'ils devraient commencer à produire des films parce que dans la distribution, ça devenait trop difficile d'obtenir de bons films. Parce qu'il y avait des nouvelles sociétés de distribution qui faisaient des offres bien plus intéressantes aux enchères sur les films qu'ils voulaient distribuer. Good films because there were new other companies that were now bidding, and New Line never had a lot of money, so they figured it was better to make their own films. Comme New Line n'a jamais eu beaucoup d'argent, ils ont pensé que c'était mieux de faire leur propre film, car ils comprenaient le marché, et ils se sont dit, tu sais Jack, on peut faire des films d'horreur à petit budget, on peut sûrement se faire beaucoup d'argent. J'ai donc eu l'idée d'Alone in the Dark, et ils m'ont dit, d'accord, nous te paierons pour l'écrire, et si on le fait, on te paiera pour le réaliser. J'ai donc écrit le scénario et au final, ils n'ont pas réussi à réunir l'argent pour le produire. Par conséquent, j'ai terminé à faire du montage sur Carnage à la place. Ce qui était cocasse, c'est que je n'avais jamais été un fan de films d'horreur. Ça m'intéressait pas. J'en regardais quelques-uns, mais uniquement ceux qui sont maintenant considérés comme des classiques. Et encore, vous savez, la plupart d'entre eux n'étaient même pas si bons que ça. Parfois dans la salle de montage qu'on louait, il y avait d'autres monteurs qui travaillaient sur ces films d'horreur à très petit budget, et les gens qui les réalisaient n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Ce qui fait que les monteurs pétaient un câble. Ils criaient « Je peux pas couper dans ce plan, c'est par accord avec l'autre plan, ça ne marchera pas ». Mais dans l'autre plan, aussi, je ne peux pas couper, car le personnage est à cet endroit dans ce plan, puis il y a un autre endroit dans ce plan, et dans ce plan suivant. Ça me rappelle un film qui s'appelait Sleepaway Camp. Vous avez déjà entendu parler de Sleepaway Camp? Oui. Alors, il y avait un podcast auquel j'ai participé où il demande à un réalisateur de regarder un film de genre qu'il choisisse, et ensuite, il passe 1 heure à en discuter. Et moi, je suis tombé sur Sleepaway Camp. Je trouvais que tout ce qui était bon dans ce film était juste un coup de chance. On aurait dit que pour le casting, ils avaient été cherchés dans un vieux quartier. Ils ont mis une pancarte sur laquelle il était écrit « Vous voulez jouer dans un film ». Enfin bref, c'est sur Carnage que j'apprenais les codes du genre de l'horreur, et c'était aussi le premier film qu'Harvey Weinstein a fait. Et mon Dieu, qu'il était déjà désagréable à cette époque.
but yes. But he did really have an instinct. Mais il avait vraiment un instinct pour le cinéma. For film, and there was a scene in the film. Il y avait une scène dans le film sur un radeau. Des enfants sortent sur un radeau, il y a un canoë au milieu du lac, et ils rament vers le canoë. Et bien sûr, on sait ce qui va se passer, quelque chose de terrible, parce que c'est un film d'horreur. J'ai donc fait un montage, j'ai trouvé que c'était pas mal. Harvey l'a regardé, et il a dit « c'est trop court, fallait l'allonger ». J'ai donc pris tous les bons plans que j'avais et je les ai mis pour remonter plus long. Harvey est revenu me voir et il m'a dit « c'est encore trop court ». J'ai dit « j'ai utilisé toutes les bonnes prises que j'avais ». Il m'a dit « utilisez tout, faites aussi long que possible, utilisez tout, même les mauvaises prises ». J'ai donc presque tout utilisé et tout ce qui était utilisable. Et la leçon dans tout ça, c'est que ça m'a fait apprendre le suspense. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Hitchcock par Truffaut. Ce livre était en quelque sorte mon université de cinéma. J'ai dû le lire 2-3 fois. Dedans, Hitchcock parle de la différence entre le suspense et la surprise. La surprise, c'est quand deux personnes qui déjeunent et soudainement une bombe explose sous la table. Le suspense, c'est quand quelqu'un met la bombe sur la table puis deux personnes s'assoient pour déjeuner. C'est une des choses dont je me suis rendu compte. Toutes les histoires sont basées sur la surprise et le suspense. Le suspense, la surprise, toujours. Quel que soit l'ordre. Is that all storytelling is basically surprise and suspense. Surprise, you're absolutely with the characters in the moment. Vous êtes en avance sur les personnages, vous savez quelque chose que les personnages ne savent pas, vous êtes assis là, vous savez, vous vous dites, levez-vous de la table. Ne vous asseyez pas à la table, la bombe va exploser. C'est pas seulement ça après. Ça peut tout simplement être, est-ce que la fille va embrasser le garçon? Vont-ils se marier? On peut créer du suspense avec tout. C'est comme du caoutchouc. Si vous l'étirez trop, ça casse, donc il faut le doser. Après avoir terminé le montage de Burning, j'ai réécrit le scénario d'Alone in the Dark. J'ai essayé de le rendre plus effrayant, et coup de chance, la New Line a pu réunir les fonds pour le produire. Je sais pas si parce que le scénario était meilleur, ou si c'est juste parce que c'était le bon moment, mais c'est arrivé. Et c'est ça, mon entrée dans le monde du genre. But yeah, so I mean, that was really my entree into the world of genre filmmaking. Cette première expérience dans le domaine du slasher vous a-t-elle aidé dans votre approche de Freddy's Revenge? Well, you know, so when I got to Los Angeles. Quand je suis arrivé à Los Angeles, la New Line m'a appelé et ils m'ont dit que Wes Craven venait d'abandonner la suite de Freddy et ma première réaction a été de dire non, je veux pas réaliser la suite d'un film de quelqu'un d'autre parce que je suis un auteur. My first reaction was no. I don't want to direct a sequel to somebody else's film because I'm an auteur and auteurs don't direct sequels. Les auteurs ne réalisent pas de suite. Et à ce moment, qu'un ami producteur m'a dit « Sois pas idiot, Jack. Tout d'abord, tu ne réalises aucun film en ce moment. Alone in the Dark pourrait être ton seul film, et ce film va rapporter beaucoup d'argent. Et derrière, tu vas faire carrière en tant que réalisateur, alors ne sois pas idiot. » Et il avait raison. Le film est sorti, il a rapporté beaucoup d'argent, j'ai donc continué à réaliser des films pendant 20 ans. Eh bien en fait, je connaissais déjà bien le premier Freddy, parce que Bob Shaye m'avait montré les premières ébauches lorsqu'il envisageait de faire le film. Il était très convaincu que ce serait un gros succès pour la New Line. J'ai donc lu quelques bouts de script et je lui ai donné quelques notes. Et puis quand ils ont fait le film, il se trouve que j'étais à Los Angeles et j'ai pu visiter le plateau. J'ai vu Wes Craven tourner des scènes où Tina était au plafond et se fait tuer par Freddy. Tout le monde était assis sur des chaises à l'envers et la caméra était à l'envers. C'était très marrant. Ensuite, j'ai un peu aidé au montage du film. Je les ai juste aidés à mettre de la musique pour la projection test. Mais je connaissais très bien le film du coup.
De base, Wes Craven devait réaliser ce deuxième film, mais il a démissionné 6 ou 7 semaines avant le début du tournage, parce qu'il n'était pas obligé légalement de le faire, et c'était pas son scénario. Il n'a jamais aimé l'idée de la scène de la fête autour de la piscine, et il avait beaucoup d'autres portes de sortie pour travailler sur d'autres films. Je pense qu'il s'est juste dit qu'il ne devait pas faire ce film, c'est tout. Donc ils m'ont engagé, on m'a donné ce scénario, et j'ai eu très peu de temps pour faire quoi que ce soit d'autre que de trouver comment tourner dans les 6 ou 7 semaines dont je disposais. Et je me souviens bien, j'ai eu 7 semaines pour le faire. Et c'était très, très effrayant. Parce que ça semblait impossible. Il y avait 70 ou 80 plans avec des effets spéciaux, et je n'avais aucune idée de comment les réaliser. Mais nous avons engagé quelques personnes qui savaient comment faire, et j'ai passé chaque minute à me préparer du mieux que je pouvais. Ce qui a fait que quand on a commencé à tourner, je me sentais prêt à réaliser le film. Je n'ai eu que très peu d'idées créatives sur le scénario. On n'est même pratiquement pas eu. Parce que la New Line était satisfait du scénario de base, et j'essayais simplement de transposer le scénario sur la pellicule. Après, il est évident que si quelqu'un d'autre avait réalisé le film, il aurait été différent, car il y a certains aspects qui m'intéressaient plus que d'autres. Vous savez où mettre la caméra, comment vous filmez telle ou telle chose. Peut-être, si quelqu'un d'autre l'avait réalisé, ça aurait été mieux. Ou ça aurait été pire, je ne sais pas. En arrivant sur le projet, vous en avez pensé quoi du scénario? Eh bien pour moi, je dois comprendre le cœur du film quand j'arrive sur un projet. De quoi parle vraiment le film? D'accord. Il y a l'intrigue, le scénario, il se passe ceci, il se passe cela, il se passe ça. Mais le cœur, c'est... Quelle est la colle qui relie toutes ces pièces ensemble comme un puzzle? Par exemple, prenons Citizen Kane. Pour moi, Citizen Kane parle de la perte de l'innocence. Car c'est ce que vivent tous les personnages. Kane veut changer le monde, et se débarrasser de toutes les mauvaises personnes, et à la fin, il devient cette personne. Le fameux Rosebud représente son innocence, et il la perd. Le fameux Rosebud représente son innocence, et il la perd. Et le cœur devait être capable de le dire en une phrase très courte. C'est pas il y a ça, 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 ça ou ça. Et donc pour moi, le cœur de La Revanche de Freddy, c'est que c'est un film qui parle avant tout de l'anxiété sexuelle des adolescents. Nous avions un protagoniste masculin au lieu d'un protagoniste féminin. On a décidé de caster Mark Patton, qui était un homme homosexuel qui ne l'assumait pas encore à l'époque. Personne ne s'est jamais demandé s'il était gay ou non sur l'instant. Il n'y avait même pas pensé, à vrai dire. Les filles sur le tournage pensaient qu'il était le prochain Johnny Depp, et son agent lui a dit de ne jamais laisser quelqu'un savoir qu'il était homosexuel ou sa carrière serait terminée. On était dans les années 80 quand on a tourné le film, une époque très très différente. Donc on n'a pas vraiment fait gaffe à tout ça, et on se concentrait sur le film. Même si, effectivement, lorsque je regarde le film maintenant, ce qui se passe à l'écran est très clair. Très très clair. Et je pense que cela a bien sûr contribué au mythe, selon lequel le film serait soi-disant l'un des films d'horreur les plus gays de l'histoire. Ce que j'ai toujours trouvé assez drôle, parce qu'aucun d'entre nous n'y avait pensé à l'époque. Et pareil pour les critiques, à l'exception d'un seul journal, The Village Voice, qui était le seul journal alternatif de New York, ça a été le seul à le mentionner quand le film est sorti. Mais à l'époque, vous savez, les choses étaient très différentes. Vous pouviez être arrêté, vous pouviez même perdre votre emploi. Ce n'est pas comme maintenant. Et c'est intéressant tout ça, car aujourd'hui, les gens étudient le film dans les universités. Le cinéma queer est un genre reconnu et beaucoup plus accepté. Les étudiants prennent une option sur le cinéma queer et ils montrent La Revanche de Freddy pendant le cours.
J'en suis très heureux, car vous savez, le public a vraiment rendu ce film beaucoup plus apprécié que ce qu'il n'était à l'origine. Il l'a rendu en quelque sorte beaucoup plus intéressant. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de jeunes hommes homosexuels qui s'identifient vraiment à ce film. Et moi, je trouve ça génial. Je voulais revenir sur Alone in the Dark. Est-ce que vous avez eu une liberté artistique totale sur ce film? Absolutely, yes. As long as I didn't spend too much money, I wanted. I can tell Absolument, you oui. Tant que je ne dépassais pas trop d'argent, je pouvais faire ce que je voulais. Je peux d'ailleurs vous en parler, car j'ai beaucoup d'histoires à raconter sur le film. J'avais un casting extraordinaire. Jack Palance, Martin Landau, Donald Pleasence et aussi Dwight Schultz, qui était génial. Palance avait besoin d'argent à ce moment-là. Il était donc prêt à tourner dans à peu près n'importe quoi. La Nuit lui avait dit qu'il n'y aurait pas de tournage de nuit, car il ne pouvait pas tourner la nuit. Alors ils ont dit « Non, non, rassurez-vous, pas de tournage de nuit. » C'est fou, le film s'appelle Alone in the Dark. Mais ils ont dit non, pas de tournage de nuit, Jack, ne t'inquiète pas. En plus, c'était un homme très têtu, il était effrayant. Je faisais tout pour ne pas me laisser intimider par lui. La veille du tournage, j'ai fait une crise d'angoisse car Bob Shaye m'avait dit que Palance avait frappé un de ses producteurs car il était en colère la veille. They were walking down the street and he was very angry and he punched the producer. J'ai donc acheté une bouteille de whisky, j'ai commencé à la boire pour essayer de me calmer. Je me suis dit, vous savez quoi? Le réalisateur, putain de réalisateur, je vais pas me laisser intimider par ce type. J'ai commencé le tournage, gonflé à bloc, et tout a roulé. Et puis il faut aussi rajouter à tout ça qu'on n'avait pas une très bonne équipe de tournage. C'était une équipe très inexpérimentée qui a ralenti le tournage. Tout le monde travaillait dans une catégorie supérieure du poste qu'il occupait. C'était donc extrêmement stressant pour tout le monde. À un moment donné, j'étais tellement fatigué que mon esprit s'est complètement fermé, je n'arrivais plus à rien. Par contre, la New Line ne m'a jamais dit que je ne devais pas faire, tant que je respectais le calendrier. C'était leur manière de faire. Peut-être c'est parce que je connaissais bien Bob Shaye. Je suis un type un peu excentrique, donc je pense que Bob a compris mon sens de l'humour. Et oui ou non, ils m'ont laissé tranquille. And yeah, no, they left me alone. An interesting story, though, apropos suspense. A scene that I added to the. Une autre histoire intéressante à propos du suspense. Il y a une séquence avec une babysitter sur le lit dans Alone in the Dark. Je ne tourne pas forcément tout ce que je planifie, mais je planifie tout. La babysitter est donc sur le lit aussi longtemps que je peux la garder sur le lit pour filmer le plus possible. Je devais essayer de faire comprendre pourquoi elle devait rester sur le lit malgré le danger. Dans la salle de montage, l'un des cadres de la New Line a dit que la scène était trop longue. And so in the editing, one of the executives said the scene is too long. And I said no. J'ai répondu non, non, c'est pas le cas. Il m'a répondu ça n'a pas de sens. Si j'étais sur le lit et que quelqu'un y plantait un couteau, je sauterais directement du lit. J'ai dit si elle saute du lit, il n'y a pas de scène, il n'y en aura pas. On s'est donc bien embrouillé autour de cette scène, mais ils ne m'ont pas forcé à la couper. On l'a laissée, et c'est elle qui a toujours les mêmes réactions lors des projections. Que l'on appelle la suspension volontaire de l'incrédulité. Si le film ne fonctionne pas, alors vous dites que c'est des conneries. Mais si le film marche, à côté de ce genre de séquence, vous l'acceptez. Dans un film à suspense, il y a deux choses que vous devez accepter, et ensuite, vous l'appréciez parce que cela fait partie du voyage. Même si en analysant, on s'aperçoit que cela n'a pas de sens, et c'est pas grave. C'est aussi vers ce moment-là où j'ai appris qu'en tant que monteur, vous travaillez pour le réalisateur. Aujourd'hui à Los Angeles et à Hollywood, le monteur est employé du réalisateur. Alors qu'à New York, les monteurs ont beaucoup plus d'attitude.
Ils pensent que le réalisateur est le type qui vient saloper leur bon montage. C'est de cette école que je viens. C'est le seul problème que j'ai eu en tant que monteur. J'ai toujours pensé que j'étais meilleur que le réalisateur, sauf dans le cas de Sidney Lumet. Quand j'ai monté un petit film pour Sidney Lumet, j'ai directement su qu'il était bien au-dessus de moi. Sidney Lumet est un maître absolu. J'ai tendance à considérer mon film The Hidden comme un film policier inspiré de Sidney Lumet, mais avec des extraterrestres. C'est ce que j'essayais de faire du moins. Et Sidney Lumet a fait des films policiers bien meilleurs que tout ce que j'ai pu imaginer. Une autre chose que j'ai appris en tant que monteur, comme me l'a dit un jour un monteur plus expérimenté, c'est qu'il ne suffit pas de faire une bonne coupe. Il faut être capable de conserver un bon montage. J'ai donc appris à marchander, à argumenter sur un point qui ne m'intéressait pas vraiment, pour les laisser gagner une sorte d'autre point auquel là je tenais vraiment, que je puisse le garder. Donc par chance, je n'ai jamais eu aucun de mes films ruiné par les producteurs. Parfois il y a eu quelques disputes, mais je m'en souviens à peine, donc ça doit pas être trop grave. J'ai eu beaucoup de chance, car je sais que beaucoup de réalisateurs se sont fait retirer leurs films pour qu'ils soient remontés. Et c'est la pire des expériences possibles pour un monteur. So I've been pretty fortunate that way. I know a lot of directors have had their films taken away and re-edited, and it's been a bad experience. L'esthétique, la lumière du rêve dans Freddy 2 est proche de l'esthétique de votre séquence d'introduction dans Alone in the Dark, qui se passe aussi dans un cauchemar. Est-ce vraiment volontaire ou c'est un hasard? Vous avez beaucoup aimé jouer avec les néons. C'est comme ça que vous imaginez en fait le rêve? Right. Well, they're two completely different things. I mean, il faut déjà souligner le fait que quand j'ai écrit Alone in the Dark, il n'y avait même pas de scénario d'écrit pour le premier Freddy. Bien des écarts, Alone in the Dark est une sorte de satire sociale. C'est ainsi que je l'ai vu quand je l'ai écrit. J'essayais de faire un film profond, sous le déguisement d'un film d'horreur bien sûr. Mais mon intention était de faire quelque chose qui posait des questions existentielles. Vous vous souvenez du nom du restaurant dans le film? C'est le Mama. Donc le lien freudien avec la mère, l'émasculation, et tout ça, c'est là-dedans. The Freudian connection with your mother and women and the emasculation and all of that. That was all in there. C'est ce que j'essayais de faire. De son côté, ce que faisait Wes Craven était très différent. Il avait une vision très particulière. Moi, j'étais avant tout un réalisateur qui était embauché pour faire de ce script un bon film. Mon travail était d'essayer de comprendre quelle était l'intention du script, avant tout, et d'essayer de l'utiliser pour raconter l'histoire de la meilleure façon possible. Vous filmez juste ce qui est sur la page, sans essayer de voir ce qu'il y a derrière la page, vous partez perdant. Par exemple, de quoi parle cette scène? De quoi parle vraiment ce film? Qui est le personnage principal de cette scène? Pourquoi cette scène figure-t-elle dans le film? Quel est son but? Par exemple, l'idée de la chaleur que représente Freddy. Il y a une sorte d'influence infernale, tout autour de Jessie, toujours en sueur. Je l'ai interprété à partir du scénario, et je l'ai fait ressortir à l'écran. Un autre réalisateur ne l'aurait peut-être pas fait de cette manière, mais j'ai pensé que c'était un des thèmes qui représentait le mieux la présence de Freddy dans le film. That I interpreted from the script and then I brought that out. Donc tout ça pour dire au final, il se trouve que ces deux films traitent des rêves, mais c'est une coïncidence. Le film suivant que j'ai fait, The Hidden, où là j'ai eu vraiment une grande liberté créatrice, n'a pas de rêve par exemple. Annette Benson était déjà chargée du casting pour le premier film Freddy et aussi en charge de celui de Freddy's Revenge. Comment s'est déroulé le casting? She was great. I mean, I had several people who had worked on the original Nightmare. Eh bien, Annette était géniale. Je veux dire, j'avais plusieurs personnes qui avaient travaillé sur le premier Freddy. Jack Aitken, par exemple, le directeur de la photo, qui a tourné le premier Freddy et aussi tourné Freddy 2, et il m'a beaucoup aidé. C'est très très bien qu'il soit là.
Le film a été dur à caster, car la New Line à l'époque n'était pas comme la Warner Bros. Ou Universal. Les meilleures agences de casting ne nous envoyaient pas leurs meilleurs éléments. Annette a donc travaillé avec ce qu'elle a pu. Quand on fait le casting d'un film, pour tous les films que j'ai faits, parfois j'ai eu besoin d'un nom un peu connu pour le financement, mais on ne m'a jamais imposé quelqu'un. Ils m'ont dit qu'il fallait qu'il y ait telle personne dans le film, donc nous sommes mis d'accord sur 2-3 noms pour les rôles principaux. Ensuite, j'ai le droit de choisir tout le monde que je voulais. C'est pas seulement que pour moi, c'est généralement comme ça que ça fonctionne partout dans le milieu. Sauf à la télévision et dans les séries télévisées, où ce sont les scénaristes qui faisaient le casting à l'époque. En parlant de casting, Freddy's Revenge était au départ prévu sans Robert Englund. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement? Yeah, well, when I came on, I said, "Is Robert's coming back to do Freddy, right?" And they said, "No, his agent wants more money, and we don't want to pay him more." Quand je suis arrivé sur le projet, ils m'ont dit non. Mon agent veut plus d'argent et les gens de la New Line refusaient de payer plus d'argent. Ils essayaient de profiter de nous, etc., etc. Donc ils ont choisi un cascadeur pour jouer Freddy. And I said, "You know, I think." J'ai dit, je ne pense pas qu'un cascadeur sera un très bon choix pour jouer Freddy. Je n'ai jamais été un grand fan du premier Nightmare, mais il y a des choses que j'ai vraiment aimées dedans. J'ai surtout aimé Freddy sort de la nuit, celui vers la fin de la franchise. C'était un bien meilleur film que le premier, et je trouve que Wes Craven était bien meilleur cinéaste à ce moment-là. Avant ça, c'était le tueur se présente à la porte avec une tronçonneuse ou une hache, n'importe quoi, et il vous tuait. Il disparaissait. Alors que Wes, il a fait deux choses. D'abord, il a créé un vrai personnage, et c'est pourquoi Freddy est si emblématique. Ensuite, il a choisi un acteur génial pour jouer Freddy. Vous aviez donné ce projet à n'importe quel autre producteur, il aurait casté un mec musclé, un peu benet, 2 mètres de haut. Alors que West a casté la dernière personne auquel vous auriez pu penser pour jouer ce personnage. D'une certaine manière, il a un air un peu comique. Ils ont juste dit, eh bien, nous pouvons simplement prendre un cascadeur pour jouer son rôle, c'est pas grave. Et j'ai répondu, je pense qu'on a vraiment besoin de Robert Englund. Je pense qu'il fait la différence. En fait, il n'avait pas encore compris que Freddy était l'essence de la série. J'étais avec Robert en Slovénie, il y a quelques années, un super festival de cinéma qui s'appelle le Grossman Film Festival. Et il m'a remercié de m'être battu pour qu'il joue dans le film. J'y ai repensé sur le coup et je me suis dit, je pense qu'ils ont joué une sorte de jeu de négociation, en disant qu'ils ne voulaient pas l'engager, qu'ils n'avaient pas besoin de lui, mais qu'ils avaient l'intention de l'engager quand même. Une sorte de moyen de voir qui va cligner des yeux en premier entre les studios et l'agent de Robert, pour pouvoir avoir le dessus dans les négociations de son cachet. J'étais à Los Angeles l'été dernier, et j'ai vu Sarah Richards, qui était la directrice de production de l'époque. Et je lui ai dit, dites-moi, quand vous avez dit que vous n'alliez pas rembaucher Robert, est-ce que vous avez bluffé pour que son agent baisse le prix de son cachet? Elle m'a répondu, non. Nous pensions que n'importe qui pouvait jouer Freddy. J'ai été surpris. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir terminé le tournage du film, ils ont engagé un publicitaire qui a essayé de comprendre comment vendre le film. Parce qu'à l'époque, les suites étaient généralement considérées comme une régression par rapport à l'original. Et elles gagnaient moins d'argent que les premiers films. Donc ils se sont éloignés de Freddy. C'est pas comme maintenant, où si vous avez eu un succès, il y a plusieurs suites mises en route qui feront encore plus d'argent que le premier. Mais à l'époque, les suites étaient considérées comme moins que rien. Et ils essayaient donc de trouver un angle d'attaque pour vendre le film. C'est pas comme maintenant, où si vous avez eu un succès, il y a plusieurs suites mises en route qui feront encore plus d'argent que le premier. Mais à l'époque, les suites étaient considérées comme moins que rien. Et ils essayaient donc de trouver un angle d'attaque pour vendre le film. Et c'est pour ça que sur l'affiche du film, Freddy n'apparaît pas. Il n'est pas sur le poster, il y a juste écrit « Et Robert Englund dans le rôle de Freddy, en petit, en bas ». Alors que maintenant, Freddy est sur toutes les affiches, mais ça, ils ont mis du temps à le comprendre. Comme dans toutes les franchises de slasher, les boogeyman se sont créés au fur et à mesure du film.
dans Freddy 2, Freddy est beaucoup plus bavard. C'était l'une de vos volontés ou c'est une touche ajoutée par Robert Englund? All of that was in the script. I had nothing to do with the script. Usually, tout était dans le scénario. Je n'ai rien à voir avec ça. D'habitude, je travaille sur le scénario avec les scénaristes, mais là, c'était juste la façon dont ça avait été écrit dans le script. Par contre, s'ils avaient utilisé le cascadeur dans le rôle de Freddy, comme ils le voulaient, ça aurait été un désastre. La série n'aurait pas eu de succès. Elle aurait fini comme la franchise de Vendredi 13, j'imagine, je sais pas. Je dis ça, je n'ai vu que le premier. Seven is great. I love Seven. I only saw number 1, so that's as far as I got. You're missing out. Okay, well, I'll have to go back and watch the other 10 or 12. The 6 is great. Yeah. Oh, really? Yes. The sixth one, and Jason X, the 10th one. Oh, Jason X. Jason in Space is amazing. It's the best part. Oh, really? All right. Well, I'll have to check those out. I'm making a note here. Anyway, yeah. Well, Quoi qu'il en soit, il y a certains réalisateurs qui obtiennent d'excellentes performances de leurs acteurs. Je veux dire, une partie de l'obtention d'une grande performance avec un acteur, c'est déjà de choisir le bon acteur. Et l'autre partie est d'avoir un grand rôle pour lui. Et si vous avez ces deux choses, vous pouvez obtenir une grande performance. Mais c'était intéressant, parce qu'ils ont conclu l'accord avec Robert si tard qu'il n'était pas disponible pour la première semaine de tournage. Il était déjà sur un autre film. Et il était occupé la première semaine. Nous avons donc dû planifier le tournage de manière à n'avoir qu'un seul plan de Freddy, tourné avec le cascadeur qui remplace Robert. C'est le plan où Freddy sort de la brume dans la douche. On le voit bien. Sauf qu'au final, ce n'était même pas un cascadeur, c'était un figurant. Il y avait quelqu'un qui correspondait au costume et il pensait que son visage avait l'air de faire le boulot. Alors que c'était juste un gars trouvé dans la rue. Je veux dire, je sais pas s'il est encore en vie, il a juste eu le rôle, car il rentrait dans le costume de Freddy Krueger. Il n'avait aucune autre qualification, et mon Dieu qu'il était mauvais. Il marchait comme Frankenstein, comme un monstre tout raide, et je me revois lui crier ne marche pas comme un monstre, marche comme un homme normal. Et on a tourné des heures en essayant de faire en sorte qu'il n'ait pas l'air trop stupide. He was walking like Frankenstein, like a monster, like this. And I had to say, walk like a man. Don't walk like a monster. Walk like a. And we kept doing it over and over to try to get him to somehow not look stupid, And then the following week, Robert. La semaine suivante, Robert est venu me voir. J'ai rencontré Robert une seule fois avant le film, et c'était par hasard au théâtre. C'était 2 ou 3 semaines avant le début du tournage. Je suis allé au théâtre pour une pièce, il était dans le public. Pendant l'entracte, je lui ai dit que je réalisais le film. Il n'a pas arrêté de parler pendant 15 minutes. Et puis on a dû rentrer pour finir la pièce. Je lui ai juste dit que je le reverrais dans quelques semaines, et c'est tout. C'est le seul contact que j'avais eu avec lui avant le tournage. C'est un homme très intelligent. Il est très intelligent, très rapide, très verbal. Quand il est arrivé pour commencer à travailler sur le film, tout d'un coup, la façon dont il bougeait, la façon dont il faisait tout, il y avait une telle puissance en lui. Il en imposait, même malgré sa petite taille. He's not a big, powerful guy, but there was something about the way he played this role that was just, so strong that. Tout ça pour dire, la seule chose que la New Line m'a dit concernant Freddy, c'était de le garder effrayant, de le garder sombre. Keep him scary. Keep him dark. We want to keep Freddy dark and scary. That's the only thing. When you light him, we don't want him to be brightly lit. I mean, first of all, they never liked the makeup that he had in the original. Il ne voulait pas trop l'éclairer, car il n'aimait pas du tout le maquillage qu'il portait dans l'original. C'est à ce moment-là que j'ai engagé Kevin Yeager pour faire le maquillage de Freddy. Il était étudiant en art à l'époque, mais aussi sculpteur. Il a donc apporté une sensibilité différente au lieu du sang, du gore, tout ça. Il avait une approche beaucoup plus esthétique selon moi. Mais beaucoup de gens m'ont dit en interview que c'était le Freddy le plus effrayant de la franchise. Après, dans le troisième film, Freddy est soudainement devenu un entertainer.
La New Line a réalisé qu'il était le cœur de la franchise, et ils ont commencé à lui donner des répliques un peu plus drôles, et ça a changé son caractère. Qu'est-ce que vous pensez des suites de Freddy? Est-ce que vous avez tout vu? Yes, I've seen them all. Oui, je les ai quasiment toutes vues. J'ai aimé le 3, j'ai trouvé qu'il était très divertissant. Le 4 un peu moins. Le 5, je l'ai trouvé un peu pauvre. Un peu trop formel pour moi. J'ai trouvé que le 6 était un gros bordel. Et puis, il y a le 7, Freddy sort de la nuit, j'ai adoré. Je n'ai pas encore vu Freddy vs Jason aussi. And the remake? Non, pareil avec le remake, je l'ai pas vu. C'était bien? Non. Not really. Voilà, donc c'était pas bien. C'est pour ça que j'ai pas été le voir. You're right. Si Robert Englund fait son retour dans les aventures de Freddy, Nancy, quant à elle, est totalement absente de ce second opus. Que pensez-vous de ce choix scénaristique? Here's what happened. New Line made this film, Elm Street, and it became a big hit. Alors voilà ce qui s'est passé. New Line a produit le premier, et c'est devenu un gros succès. Film le plus rentable au cinéma la première semaine de son exploitation, et la New Line n'a pas complètement compris pourquoi. Ils ont toujours cru que c'était un super concept de base, et ils ont reçu beaucoup de conseils de la part de pas mal de monde pour le faire, dont Bob Shaye, qui avait dans l'idée de devenir réalisateur. Et il l'a été d'ailleurs. Entre parenthèses, il n'était pas très bon réalisateur. Et Bob Shaye a dit, on doit faire une suite. Leur idée principale était de faire un film nommé The Nightmare on Elm Street 2, en gardant juste le personnage de Freddy. Alors je dis ça sans aucun irrespect pour le scénariste, David Chaskin, je connais depuis un long moment, mais ils l'ont engagé alors qu'il travaillait dans la distribution de base. Ce n'était pas un scénariste. Il écrivait des scénarios, mais il n'a jamais vendu un seul. Le truc, c'est qu'il a pitché une idée à la New Line, ils ont aimé l'idée, donc ils l'ont payé pour l'écrire. Wes Craven n'a jamais aimé le script, et il n'a pas du tout aimé l'idée que Freddy sorte du monde des rêves, surtout dans la scène de la piscine. Il pensait que ça allait trop à l'encontre du concept même du personnage, car Freddy ne peut apparaître que quand les gens dorment. Beaucoup de gens ont critiqué le film à cause de ça d'ailleurs. À 70 ou 80% de l'argent engrangé par le premier considérera que le 2 est un succès. Et au final, ils ont fait 50% de plus. Le film a fait plus que le premier, et le troisième encore plus d'ailleurs. Mais ça montre que tout ce qui les intéressait, c'était de sortir un film qui s'appelait A Nightmare on Elm Street. Il y avait Freddy Krueger dedans, ils s'en foutaient que ce soit Robert Englund, comme on l'a déjà dit. And they didn't even care about, Robert Englund, as we know. They approved of this concept. Ils ont donc dit oui pour le concept, comme quoi Freddy pouvait sortir du monde réel. Faut comprendre qu'à ce moment-là, le premier Freddy n'était pas encore considéré comme un objet sacré ou intouchable. Nobody believed that Nightmare on Elm Street was sacred text. Ils avaient juste une idée, et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec. Donc, David Chaskin leur a pitché l'idée, et ils ont dit oui. Il y a des références à d'autres films dans Freddy 2, aux oiseaux d'Hitchcock, par exemple. Quelles étaient vos inspirations quand vous avez réalisé Freddy 2? I really didn't have any inspiration. I mean, I've had inspiration for my other films. Like I said, I was basically it was not a personal film for me. Je n'avais vraiment aucune inspiration en particulier. J'avais de l'inspiration qui venait de mes autres emplois précédents. Mais comme je dis, ce n'était pas un film très personnel pour moi. C'est un travail comme un autre. J'ai été embauché parce que j'avais une longue relation avec New Line et que je connaissais l'original. Ils me faisaient confiance et ils avaient besoin de quelqu'un rapidement. Quelqu'un a dit « Eh bien, Jack il fait du bon travail,
sur Alone in the Dark, donc on le prend. Alors, mon travail était juste de prendre ce scénario et d'en faire un film. Donc mon inspiration principale, c'était le scénario. Okay. Après, d'un point de vue stylistique, je peux vous dire que ma plus grande influence est Orson Welles, notamment l'utilisation d'une grande profondeur de champ. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. In that early scene in Citizen Kane, when the boy learns that he's going to become the richest man in the world. Comme dans la scène de Citizen Kane, au début quand le garçon apprend qu'il va être l'homme le plus riche du monde. Vous avez eu au premier plan la mère assise à une table, et puis un peu plus loin derrière, vous avez le banquier, puis par la fenêtre, vous voyez le garçon sur sa luge, et donc vous pouvez voir 3 actions différentes tout en même temps. You see the boy on his sled. And you can see 3 different planes of action, you know. And Hitchcock, I mean, especially Touch of Evil. Et pour Hitchcock, j'aime surtout Touch of Evil, la soif du mal en France. Son utilisation des plans larges, des profondeurs de champ est géniale dans ce film. Honestly, et plus honnêtement, autant j'ai un très bon sens littéraire, j'ai un très bon sens du montage, mais j'ai toujours senti que j'étais visuellement faible, que je devais trouver un style qui me convenait et que j'aimais vraiment. Et j'aime l'idée que plein de choses se passent en même temps à l'écran. Et autant dans Freddy 2, j'ai été plus calme sur cette technique. Autant sur The Hidden, tout a été tourné avec un objectif grand angle, j'ai trouvé que ça donnait un aspect très dynamique à l'image. Found it was very dynamic, and you could stage people. So here's a person. Vous pouvez mettre en scène plein de personnages à l'écran. Au début, ils étaient loin, en plan large. Puis on se rapprochait, on les voyait en gros plan. Tout ça en un seul plan. Je trouve que ça donne vraiment une belle énergie au plan du film, au lieu de juste les rendre jolis. So and that actually it got to the and I liked it because the frame was very energetic. It had a lot of energy to it, as opposed to just being pretty. J'ai jamais été fan des plans qui sont juste jolis. Ça doit venir de mon expérience dans le film documentaire. Je me souviens avoir travaillé sur une série télévisée sur les médecins et les urgences, et des choses comme ça. Il y avait certains des meilleurs caméramans de documentaires qui travaillaient sur ce projet, dont un avec qui j'étais bon ami. Il était comme un danseur de ballet avec sa caméra. Il était vraiment, vous savez, incroyable. There was one that I was good friends with, and he was like a ballet dancer with the camera. He was really, you know, very incredible. But everything that he shot. Tout ce qu'il filmait était très beau, très esthétique. Et à côté, il y avait un autre gars qui foutait juste sa caméra avec un objectif grand angle dans la gueule des gens. And I didn't like it, but he'd get his. On obtient toujours des angles très déformés quand on fait ça. Et même si ça m'énervait pour le montage, je me disais que ça avait beaucoup plus de dynamisme. Donc j'ai cherché à recréer ce genre de dynamisme avec la plupart de mes films. J'aime vraiment les choses qui bougent vite. Parfois je lis que des réalisateurs ont un scénario de 120 pages, le premier montage dure 3h30. Je sais pas comment ça arrive ça. De mon côté, j'ai un scénario de 120 pages, je suis content s'il dépasse les 1h40. As a matter of fact, I'll tell you a funny story. Tenez, j'ai une anecdote marrante d'ailleurs. C'était sur mon film Flic et rebelle. J'avais un monteur de film français. Son nom était Caroline Biggerstaff. Elle travaillait à Los Angeles et elle avait travaillé pour beaucoup de réalisateurs. Her name was Caroline Biggerstaff. She was working in LA, and she had worked for a lot. She worked for a lot of interest. She'd done something for David Lynch. She'd done a David Lynch feature, and she'd worked with. Elle avait déjà monté quelque chose pour David Lynch, et elle avait travaillé avec les gars de Talking Head. On regardait une des scènes du film qu'on avait tourné. Il y avait une scène de dialogue entre Kiefer Sutherland et Lou Diamond Phillips. And we were screening a scene. It was a scene between Kiefer and Lou Diamond Phillips, and they were talking, and I said, "Dave, the scene is very slow." Il parlait et j'ai dit, la scène est beaucoup trop lente. Elle m'a répondu, je l'ai coupé de cette façon parce que beaucoup des réalisateurs avec qui je travaille aiment que je monte les pauses des acteurs. J'ai répondu, qu'est-ce qu'on en a à faire de voir des acteurs faire des pauses?
I don't want to see actors posing. Yeah. Well, certainly Citizen Kane. I mean, when sometimes you have to. Oui, bien sûr, Citizen Kane. Quand vous vous inscrivez sur des sites en ligne, des cours ou ce genre de choses, ils vous posent toujours plein de questions. Et à chaque fois, ils vous demandent quel est votre film préféré. J'ai souvent répondu La Soif du Mal. Mais avec le recul, je ne dirais pas que c'est mon film préféré. C'est celui que j'ai le plus pillé. I wouldn't say Touch of Evil is my favorite film. It's the one I've stolen the most from. Actually, I love the films of Robert Bresson. À côté, j'aime vraiment les films de Robert Bresson. Tous mes films sont totalement différents de ses films, mais j'adore Bresson. Pickpocket surtout. Pickpocket. Those editing scenes where you see them. Il y a plein de montages dans le film où on voit les pickpockets faire les poches. Ces scènes ont une énorme influence sur ma façon de comprendre le rythme des scènes et la façon dont elles sont faites. He does everything the exact opposite of me. On a une vision très différente du cinéma après, surtout concernant ses derniers films. Il avait tendance à laisser le plan défiler quelques secondes, même quand le protagoniste sortait du cadre, ce que je ne ferais pas. Je couperais avant même qu'il sorte du cadre. Mais je l'adore. Aussi, Sidney Lumet a eu beaucoup d'influence sur moi. When The Hidden won the grand prize at Avoriaz, lorsque The Hidden a remporté le Grand Prix au Festival d'Avoriaz, au moment où j'étais célèbre en France pendant environ 3 semaines, c'était Sidney qui était le président du jury. Donc c'était particulièrement significatif pour moi, parce que vous savez, j'essayais de faire un film de flic, un film de police qui avait du sens, du réalisme, comme un film de Sidney Lumet. Had the sense of realism, that a Sidney Lumet movie. I mean, every role. Chaque rôle dans ces films était juste impeccable. Il n'y avait rien en trop. Tout était parfaitement dosé. Je veux dire, tout à l'heure, je disais qu'à New York, tout le milieu critique tout le monde. Type, ce mec est un idiot. Et au milieu, il y a Sidney Lumet, qui était considéré comme un dieu. Yes. In fact, one of my actors, Michael Nouri, gave me a very, very hard time. Oui. On a pu discuter un peu d'un acteur avec qui j'ai tourné sur The Hidden, justement, Michael Nouri. Il m'a rendu la vie misérable sur ce tournage. C'était horrible de travailler avec lui. Il faisait du très bon travail, mais tous les jours, il essayait de me casser les couilles ou de m'humilier, c'était terrible. Je ne connaissais pas assez les acteurs à ce moment-là pour savoir comment m'y prendre, parce que je n'ai jamais eu d'acteur qui était juste là pour me faire chier. Je disais, je veux que tu ailles dans la pièce et que tu t'assoies. Il me disait juste non. Il me disait, mon personnage va entrer dans la pièce, il se tiendra debout. Ce n'était pas va te faire foutre, j'en ai rien à foutre. C'était plus passif-agressif. Et quoi que je lui demande, il me disait non. Et donc, j'ai pu en parler à Sidney Lumet, je lui ai demandé des conseils pour quand on se retrouve face à un acteur qui vous donne du fil à retordre. Et il m'a juste dit, ça ne m'arrive jamais. Sure. Pour en revenir à Freddy, parmi les scènes les plus marquantes du film, celle qu'on retient évidemment le plus, c'est la naissance de Freddy. Cette séquence, il y a plusieurs types d'effets spéciaux différents et des effets de montage pour que ça fonctionne. C'était quoi les enjeux et la difficulté autour de cette scène en particulier? Here's how it works. So a lot of that stuff was shot second unit. So normally the way that alors voilà comment ça marche. Beaucoup de ces grosses séquences sont tournées par la seconde équipe de réalisation en fait. En général, tout ce qui implique les acteurs est géré par le réalisateur. Il y a quelque chose qui n'implique pas les acteurs, les producteurs veulent souvent que ce soit une deuxième équipe parce que c'est moins cher. Parce que c'est petit et vous avez besoin d'avoir moins de monde sur le plateau. Because it's cheaper. Because it's smaller and you don't have to have all these people. And so when we were shooting the film, so everything was storyboarded. Et donc quand nous avons tourné le film, tout a été storyboardé et planifié à l'avance. Je planifie toutes les prises de vue, même si je n'aime pas faire du storyboard. Je préfère faire une liste de plans ou juste une description.
Vous savez, plan moyen, plan serré, la caméra fait le tour de la pièce. It's just a description because it's a little less specific. When you have a storyboard, here's exactly the image. C'est un peu moins précis qu'avec un storyboard, où vous pouvez tout prévoir dans le plan, mais une fois sur le tournage, on peut se rendre compte que ça ne pourra pas être fait ou comme on l'avait dessiné. Mais avec les effets spéciaux, vous devez faire un storyboard. Blood things to come up. So do I have it come up here on the right side, or do I have it come up on the left side? So which way are you going to shoot? Par exemple, vous voulez faire sortir du sang d'un côté du visage d'un acteur. Si vous le faites jaillir du côté droit, gauche. Si vous le faites jaillir à droite, il faut que la caméra soit à gauche, pour bien cacher le petit tube dans lequel le sang passera. C'est pour ça qu'il faut un storyboard, il faut tout prévoir. And you say, oh, I want to shoot it here. Now suddenly we got a problem because all this stuff is that you're not supposed to see. So you have to. So there you have to do the storyboards, and then I give them the storyboard. Say, here's how I want it to look. Make it look just like this. Donc je donnais le storyboard à la seconde équipe de tournage et je leur disais juste. Voilà ce à quoi je veux que ça ressemble. Faites en sorte que ça ressemble à ça. Si ça ne tenait qu'à moi, je tournerais tout moi-même. Mais ce qui avait de bien, c'est qu'on était tous sur le plateau, je tournais sur une scène, j'allais voir juste à côté pour leur demander de me montrer ce qui avait été filmé. On avait deux maquilleurs principaux, l'un d'eux était Kevin Yeager, que j'ai déjà mentionné, qui était étudiant en art et qui avait travaillé beaucoup pour de très bons maquilleurs. Who I mentioned, who was the art student, who worked for a lot of really good makeup people, and there was another guy. Il y avait un autre gars qui était genre lecteur de Fangoria, Mark Showstorm, genre de gamin qui a grandi en lisant des magazines sur le cinéma d'horreur. Il a géré tout ce qui touche au sang, au gore, aux tripes dans le film. Kevin était plus impliqué pour tout ce qui touchait au maquillage de Freddy. Les plans des griffes de Freddy qui sortent des doigts de Jesse, c'est Mark par exemple. Il avait un faux bras qu'il tirait pour que la peau s'ouvre et que les griffes apparaissent. Ils ont adoré l'effet. Ils ont donc filmé en faisant juste glisser la peau du faux bras sans aucune énergie. And they were very proud of how they made it look. And I said, hey, j'y suis allé et ils étaient très fiers de l'aspect qu'il lui avait donné. Je me souviens avoir dit que ça ressemblait trop à un jouet, que c'est censé être le bras de quelqu'un qui souffre. Donc faire en sorte que ça ait l'air d'être vivant. Donc même là, je pouvais m'assurer que c'était bien fait. J'avais mon mot à dire. Mais tout cela a été conçu par les responsables des effets spéciaux qui venaient me voir pour me dire « Voilà ce qu'on peut faire. » Par exemple, nous pouvons faire cette membrane en plastique pour que Freddy pousse son visage dedans, puisse voir son visage à travers. En fait, une grande partie de la mise en scène sur ce genre de film, elle vient de l'idée de quelqu'un d'autre. Et ensuite, à vous de dire, c'est moi qui y ai pensé, parce que vous êtes le réalisateur. Mais c'est avant tout, car tout le monde vous demande toujours qu'est-ce qu'on en pense de ça et de ça. Et que j'essaie d'obtenir ce dont je pense, dont la scène a besoin, tout simplement. I'm trying to achieve what I think this scene needs here. So that's sort of how it works. So c'est comme ça que ça marche souvent. Je conçois tous ces trucs, mais quelqu'un d'autre en tourne la plus grande partie. Même la poursuite en voiture du début de The Hidden, qui se termine avec le gars en fauteuil roulant dégommé par la voiture, je ne l'ai pas tourné. J'ai tourné la deuxième moitié de cette séquence. Je voulais tout tourner, mais il m'aurait fallu 3 ou 4 jours pour filmer l'intégralité, alors que la seconde équipe pouvait le faire pour beaucoup moins cher et beaucoup plus vite. Et comme la production avance constamment en vitesse grand V, que l'horloge fait toujours tic-tac et il y a toujours beaucoup d'argent en jeu, tout se passe donc en même temps. Vous ne pouvez pas être toujours partout. Il y a quelques rares occasions où j'ai réussi à filmer que devait filmer la seconde équipe de réalisation. Mais ce n'est pas toujours moi qui filme tout ce que vous voyez. Donc c'est pas vous qui choisissez ce qu'ils vont tourner? No, I am the one who's making the choice, but I'm not shooting it myself. I designed it. They have a series of storyboards and they shoot what's on the story. Non, c'est bien moi qui choisis, mais je ne tourne pas moi-même. Je conçois tout, je leur donne une série de storyboards et ils tournent ce qu'il y a dessus.
Et après, s'ils veulent filmer des choses supplémentaires en plus, c'est très bien. Au fond, la création du film, c'est un peu comme faire de l'architecture. Je suis l'architecte, je vous donne les plans de la maison, vous devez construire la maison selon le plan. Ça passe comme ça. Là, vous leur donnez le storyboard et ils tournent à votre place. Vous avez déjà été déçu quand vous découvrez ce qu'ils ont tourné, et est-ce que vous leur dites? Yes. Oui. Oui, je veux dire oui. So do you tell them? Well, I mean, the stuff that they shot for Elm Street was pretty much what I asked them to shoot. Eh bien, ce qu'ils ont tourné sur Freddy, c'est à peu près ce que je leur avais demandé de tourner. J'étais assez content de tout ce qu'ils avaient fait, de toute la scène de l'entraîneur quand il est attaqué par tout l'équipement qui est dans le gymnase et qu'il est traîné par terre par des cordes à sauter. Enfin après, même si tout avait été tourné par la seconde équipe, je traînais sur le plateau quand ils s'installaient et je les regardais filmer quand je pouvais. Ça avait l'air bien. Après, ça m'arrivait d'être déçu par des plans qui étaient vraiment beaux, mais vous savez, c'est pas exactement comme je l'aurais fait, même si bon, au fond, c'était vraiment pas très grave. Pour le dernier film que j'ai fait, Panic à New Jersey, c'était mon producteur qui tournait les scènes de la seconde équipe de réalisation. It's fine. The last film that I did, 12 Days of Terror, my producer was shooting the second unit stuff, and I was so. J'ai été tellement déçu de ce qu'il avait filmé que je l'ai viré de l'équipe. Il a plutôt bien pris, si je peux préciser. Tout ce qu'il a tourné se retrouve dans le film d'ailleurs, et avec du recul, il a fait un très bon travail. Mais il y avait juste quelque chose qui me dérangeait. J'ai développé un certain œil à force de filmer, et vous savez, il n'était pas dans ma tête, donc forcément. Après Freddy 2, vous avez réalisé The Hidden, un film qui mélange horreur, action, science-fiction et qui est très différent de vos deux premiers films. Est-ce que l'idée de changer de genre vous a attiré dans le projet? De base, je cherchais à faire un autre film. Je voulais sortir du genre car Hollywood me voyait comme un réalisateur de genre à succès. Alors ils m'envoyaient sans cesse des scénarios de films d'horreur et de films de genre. La plupart des scénarios étaient très mauvais. Et finalement, la New Line m'a appelé. And finally, New Line came to me. Sarah Risher, who had a production, said, "I've got a script I think you'll really like," and she gave me the script for The Hidden, and I read the script. Sarah Risher, la responsable de production de la New Line, m'a appelé et m'a dit qu'elle a un scénario qui devrait me plaire, et elle me l'a donné. J'ai lu, et j'ai beaucoup aimé. J'ai su directement que je devais faire ce film. It had action. I'd always wanted to make a cop movie. Il avait tout ce qu'il fallait. C'était le film parfait pour moi. Parce qu'il y avait de l'humour, de l'action, et j'ai toujours voulu faire un film de flic. Les dialogues étaient excellents, j'ai toujours trouvé les personnages géniaux. Je trouve que le concept du film est très original. Je leur ai répondu que je voulais absolument faire le film. Il y avait un autre réalisateur qui était en quelque sorte attaché au projet, mais sans que ce soit sûr. J'ai donc allé à New Line, et j'ai réussi à les convaincre. J'avais une si bonne vision du film qu'ils ont dit « D'accord, nous voulons vous engager pour le réaliser ». Le scénario a été écrit par Jim Koof, et Jim Koof voulait le réaliser aussi. Je pensais que ce n'était pas un très bon cinéaste. Il venait de réaliser son premier film, et la New Line aussi ne l'avait pas aimé. Il a donc abdiqué, il a dit « D'accord, je vais vous vendre le scénario, et c'est tout ». Certaines parties du scénario me semblaient avoir besoin d'être retravaillées. La principale chose qui me semblait manquer, c'était une forme de cœur, une forme d'aspect émotionnel. C'était très intelligent, très drôle, ça bougeait bien, tout ça. Mais j'avais l'impression que la relation entre Kyle MacLachlan et Michael Nouri devait être plus forte dans le film. J'ai senti que le film parlait avant tout de ce que cela signifiait d'être humain. D'un côté, parce que vous avez un extraterrestre maléfique qui vient sur Terre et qui apprend en quelque sorte à être un mauvais humain, alors que de l'autre côté, on a un extraterrestre qui apprend à être un bon humain en apprenant du personnage de Michael Nouri, qui lui est un vrai humain. J'ai donc pensé qu'il était important de bien établir cette relation. Il y a une scène, à peu près au milieu du film, où Nouri invite Kyle à dîner,
avec sa femme, où il voit pour la première fois sa famille. Je trouvais que la relation entre Nouri et sa femme était trop légère dans le script. To establish that relationship. And there's one scene assez drôle, mais on ne sentait pas vraiment les liens profonds entre eux. Ce n'est pas une scène sur laquelle je voulais passer beaucoup de temps, car ce genre de film doit aller vite. Mais c'était une scène cruciale pour le film. Alors, comment montrer que cette relation a de la profondeur? Je me suis dit, pourquoi pas leur donner un enfant? On pouvait montrer l'amour que les parents ont pour leur enfant pour approfondir leur lien à l'écran. C'était ma seule grande contribution au scénario. Et j'ai senti que si cette scène fonctionnait, le film fonctionnerait. Parce que tout le reste était si bon, il faudrait vraiment chier dans la colle pour faire un mauvais film avec ce scénario. Enfin, je veux dire que pour faire un très bon film, il faut plus que ça, mais si vous avez un très bon scénario de base, vous avez quand même une chance de faire un bon film. Bref, c'était ma principale contribution. C'est le genre de choses que je fais quand j'ai l'occasion de travailler sur un scénario. L'autre chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il y a 6 personnages plus un chien dans lequel l'extraterrestre s'introduit pour prendre le contrôle. J'ai donc pensé qu'ils devaient tous être le même personnage. J'ai travaillé avec tous les acteurs, y compris le chien, pour créer un seul et unique personnage. Ils jouaient tous de la même manière. C'était mon autre contribution. Vu que Freddy 2 a été un gros succès commercial, est-ce que la New Line Cinema vous a laissé plus de liberté créative sur ce film, ou est-ce que la production était aussi rapide et chaotique que sur Freddy? No, chaotique, yes. Well, yes, it was in a lot of ways. It's always like that. Non, enfin, chaotique, oui. C'est toujours comme ça après, car il n'y a jamais assez de temps. Le gros point noir de la production, c'est le problème que j'ai eu avec Michael Nouri, qui a drainé une énorme quantité de ma santé mentale. Mais curieusement, c'est probablement mon meilleur film. Le seul que je regarde et où je me dis, il y a peut-être 2-3 choses que j'aurais pu faire différemment si j'avais pu. Mais en gros, je pense que j'ai fait du bon travail sur ce film. There's maybe 1 or 2 things I might have done a little differently, but basically, I think I did a really good job. J'ai eu la chance d'avoir le même directeur de la photographie sur Freddy 2 et ça m'a beaucoup aidé. Je veux dire, c'était mon principal interlocuteur et il m'a donc aidé à rester mentalement stable. And he was very, very helpful. I mean, he's sort of your main person. So he sort of kept me steady. Et même, j'avais un concept du film très solide. C'était une expérience très difficile pour moi. C'était très dur. Very, very hard. Une thématique revient dans plusieurs de vos films, celle du double, Jesse face à Freddy, le djinn dans Wishmaster qui se fait passer pour un humain, et enfin le personnage de Lloyd dans Hayden, qui est un extraterrestre qui prend la peau d'un humain. Est-ce que vous avez une préférence pour cette thématique, ou est-ce que c'était une coïncidence? I think it's more of a coincidence. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une coïncidence. Les doubles, c'est un thème qu'on voit souvent chez Hitchcock. Hitchcock, il pouvait essentiellement dire « Voici le film que je veux faire », et il le faisait comme il voulait. La plupart des films que j'ai faits sont des films qui sont venus à moi. Alors peut-être que je réagissais inconsciemment, mais j'aime bien l'idée du double. Certains de mes films préférés d'Hitchcock sont ceux où il y a un double. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. C'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup dans mes films. C'est drôle, j'ai fait 13 ou 14 longs métrages. Certains d'entre eux étaient des téléfilms, mais on m'a probablement proposé une centaine de films. I've probably been offered 100 films. And so why did I choose the ones that Pourquoi j'ai choisi ceux que j'ai choisis? Dans la plupart des cas, je me disais juste, je ferais mieux de les faire, je ne vais pas pouvoir payer le loyer. Mais oui, il doit y avoir une attirance pour le thème. Yeah, there's another film that I did that literally had a clone. Il y a un autre film que j'ai fait qui avait littéralement un clone. C'était littéralement à propos de ça. Et le nom du film, c'était
En fait, j'oublie le nom de mes propres films, mais oui, il s'agissait d'un clone. Jesus, I'm actually forgetting the names of my own films. C'est donc un concept intéressant, mais je ne me suis pas levé un matin en me disant que j'allais réaliser des films qui parlaient sur ce thème particulièrement. It's an interesting concept, but it's not something that I said, gee, I want to make films that have to do with. Je laisse les historiens du cinéma décider. To the film historians to decide that. Vous avez réalisé en 1999 la suite du film Wishmaster. Vous avez dit dans un documentaire que vous n'êtes pas un grand fan du premier film. Comment avez-vous été amené à travailler sur le projet? Okay, well, so first of all, they had offered me the original one. Tout d'abord, ils m'ont proposé l'original, mais ça ne m'a pas intéressé. J'ai dit non, ça ne m'intéressait pas. Quelques années plus tard, en gros, je devais trouver du travail. I needed to work. I didn't have a film. I think something else had fallen through, and I just needed to make a movie. Pas de film en projet. Il y a un projet en cours de pré-production, mais qui était tombé à l'eau. Mon agent m'a appelé et m'a dit qu'on aimerait me proposer une suite et que je pouvais l'écrire et la réaliser. J'avais le champ libre pour faire ce que je voulais. Ils s'en fichent. Ils veulent juste sortir le numéro 2. Tout ce que j'avais envie de faire ferait l'affaire. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était une idée vraiment intéressante. Le fameux « Be careful what you wish for », avec les vœux qui se réalisent d'une mauvaise manière. Je me suis dit que c'était un concept intéressant. Alors je me suis mis à réfléchir à quelles sont les choses que l'on pourrait souhaiter et qui se réalisent mal. Par exemple, si vous êtes en prison, vous aimeriez pouvoir sortir. Vous êtes dans un casino, vous aimeriez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ce concept. Et c'est aussi le seul film avec Alone in the Dark que j'ai écrit et réalisé. That's the only other movie that I directed that I actually wrote. And it's I mean, I really like it. Et j'aime bien ce film en vrai. Je sais pas trop ce que les gens en pensent. Certains pensent qu'il n'est pas très bon, d'autres pensent que c'est nul. D'autres l'aiment vraiment. Il y a tout cet élément religieux dedans, ce qui est un peu bizarre parce que je me considère pas comme une personne très spirituelle ou religieuse, alors qu'un des protagonistes est un prêtre orthodoxe grec. J'ai pensé que c'était une façon très intéressante de mélanger plein d'idées différentes. Et puis c'était amusant à faire. I thought it was a very interesting kind of mélange of things. I think there's a lot of ideas, and yeah, it was fun to do. Again, Ils se fichaient de ce que je faisais, tant que je pouvais le faire, dans la limite du budget. Et on avait un super casting. So that was nice. It was a good cast. I really enjoyed working with. Après Wishmaster 2, vous avez réalisé Arachnid, un film d'horreur avec une araignée géante. J'adore ce film. Really? Vous avez aimé ce film? J'ai honte de ce film. I'm ashamed of that film. Il a honte. Vraiment. Because I'll tell you what happened. Tous les films que j'ai réalisés, à l'exception d'Arachnid, tous les films que j'ai réalisés, je les ai aimés d'une manière ou d'une autre. Certains me plaisent plus que d'autres, évidemment. Je veux dire, si vous êtes réalisateur, vous devez trouver ce qui vous anime dans un film. Alone in the Dark, par exemple, a été mon premier film, mon premier enfant en quelque sorte. C'est donc facile à aimer. La Revanche de Freddy a lancé ma carrière et a fait beaucoup d'argent, donc là aussi, c'est facile. Et comme j'ai dit, The Hidden a été un coup de foudre au premier regard dès le scénario. As I mentioned, The Hidden was love at first sight. Le coup de foudre. Et puis les autres, vous savez, il faut parfois se forcer à les aimer pour les réaliser. J'avais un autre film en pré-production, un film important, mais le projet est tombé à l'eau. Il devait se faire, c'était avec, malheureusement, Steven Seagal, qui était un psychopathe. Je veux dire, il est vraiment effrayant. C'est un être humain vraiment horrible. Vraiment horrible. Il était même ami avec Poutine, si vous voulez savoir.
Quoi qu'il en soit, le film était censé être tourné, mais il s'est désisté à la dernière minute et tout est tombé à l'eau. Et le studio est arrivé et a dit qu'il voulait que je fasse Arachnid. Il leur a dit que je ne voulais pas faire un film sur les araignées. Disney voulait que je fasse Arachnophobia un petit peu avant. Et très bon scénario d'ailleurs. Et ils ont continué à m'appeler, ils voulaient vraiment que je le fasse. J'ai continué à refuser. J'ai fini par le faire. J'ai trouvé ce film stupide, complètement stupide. Il était vraiment stupide. Tellement stupide que je n'arrive toujours pas à l'aimer. Et ils m'ont payé mon cachet habituel. J'ai pu aller vivre à Barcelone pendant 6 mois et ils m'ont donné un bel appartement, tout était génial, sauf que je devais faire ce film stupide. Everything was great except I had to make this stupid film. And you know, if the director believes he's making a stupid film, it's going to be a stupid. Et vous savez, si le réalisateur croit qu'il fait un film stupide, ce sera un film stupide. D'un point de vue visuel, je ne pense pas qu'il soit très bon. Il était difficile de travailler avec une production espagnole. Pas le même souci du détail que d'habitude, et je me suis dit que c'était juste assez bon, ça irait. Do stuff that just didn't have the same attention to detail that I would have, and it was like, it's good enough, it's okay, don't worry about it. Visually, I thought the film was. Mon idée d'utiliser des objectifs grand angle était bonne lorsque vous êtes à l'intérieur, mais lorsque vous êtes à l'extérieur, ce n'était pas très bon, parce que tout ne devrait pas être visible à l'écran, trop de choses à l'écran. Vous n'avez pas besoin de voir tous les arbres en arrière-plan, etc. Je ne pensais pas du tout que ce serait un bon film, mais les producteurs ont été très gentils. Et je pense que cela les a vraiment blessés quand je leur ai dit que je n'aimais pas le film. Mais bon. The producers were really nice, and I think that it really hurt their feelings when I went around saying that I didn't like the film. You know, one of the only thing that was really good about the film was that giant spider. Yes. Vous savez quoi? L'une des seules choses qui était vraiment bien dans ce film, c'était l'araignée géante. Nous l'avons fait réaliser à Hollywood par un homme très talentueux, Steve Johnson, et ils y ont consacré une grande partie du budget. Quand ils l'ont amené en Espagne, j'ai dit à Steve, vous devez envoyer des gens pour faire fonctionner cette chose. Il m'a dit que son personnel serait là pendant, je crois, les 2 premières semaines. Ils m'ont dit qu'il nous fallait 8 marionnettistes pour la faire fonctionner. Ils m'ont dit qu'il nous fallait 8 marionnettistes pour faire fonctionner cette chose et qu'ils avaient besoin d'une semaine de répétition. Et à la place, les Espagnols ont engagé 8 étudiants en cinéma qui n'avaient jamais fait de marionnette de leur vie et au final, nous avons eu aucune répétition. Ce n'est pas comme s'ils savaient comment une araignée géante mécanique était censée réagir. Le premier jour où nous avons tourné avec elle, nous avons obtenu que 2 prises de la journée. L'araignée était censée bouger dans tous les sens, mais comme personne ne s'y connaissait en marionnettisme, on dirait juste qu'elle a fait un AVC. Il fallait donc s'habituer à faire bouger uniquement telle ou telle partie de l'araignée en même temps pour que ce soit correct à l'écran. Dans une production cinématographique normale, nous aurions passé 1 à 2 semaines de répétition et nous aurions tourné des séquences d'essais. Nous aurions pu dire, ça c'est bien, ça ne va pas du tout. Le dernier jour où nous avons tourné avec l'araignée, je pense que nous avons obtenu 22 prises. Parce que tout le monde était devenu très bon à ce moment-là et que nous savions quoi faire. Mais je suis heureux que vous l'ayez aimé. C'est le seul film que j'ai fait où je dis aux gens de ne pas le regarder. Sorry. C'est pas grave, au moins c'est mieux que Sleepaway Camp. It's better than Sleepaway Camp. J'aime Sleepaway Camp aussi, parce que j'ai très mauvais goût. Very bad taste. J'espère que c'est pas pour ça que vous me parlez aujourd'hui. Plaisante. No, don't worry. No, I'm just kidding. I like the Hidden too. Not too Vous aimez many. The Hidden 2? I never saw it, you know? Oh, no, not too meaning. I think she meant Hidden 2. The Hidden, yes. Vous avez pas vu la suite de The Hidden? No, I never saw it. J'ai lu le script, et ce sont des amis qui l'ont fait, mais non. Pas ça très utile de le voir. There was no point in watching it.
Ouais, mais... and I've never seen any of the other sequels to Wishmaster either. I have seen all of the Nightmare. J'ai vu aucune suite de Wishmaster aussi. J'ai vu toutes les suites de Freddy, car la New organisait des grandes fêtes à chaque sortie. Il y avait toujours plein de nourriture et de petits fours, donc je venais. Et puis, je faisais partie de la famille New Line. Wishmaster, ça fonctionne grâce à Andrew Divoff, le Djinn. Excellent acteur, qui n'est pas dans le 3 et le 4. C'est pour ça aussi. Yeah, well, Andrew is terrific actor. He's really good. Andrew est un formidable acteur qui est vraiment bon. Et dans Wishmaster, il se faisait torturer. They had to put those things in his eyes, and you know, by week 4, ils ont dû lui mettre ses lentilles dans les yeux. Et vous savez, à la 4e semaine de tournage, c'était comme de la torture pour lui, parce que ses yeux étaient en flammes. Il était très mal à l'aise dans son costume. Lorsque vous devez faire ce genre de maquillage, même pour Robert Englund, à la fin de chaque film, votre peau ressemble à de la viande crue. The makeup, when you have to do that kind of makeup, Robert, by the end of each film, his skin was like raw meat. But he was wonderful in the role. Again, en plus, c'était vraiment difficile de l'enlever. D'une certaine manière, Andrew ressemble à Robert Englund. Il avait une présence extraordinaire. Et c'est aussi un homme très intelligent, très brillant. Il parle 5 ou 6 langues et parle couramment le russe. Tout le tournage était très agréable. Vous n'avez pas réalisé de film depuis 2004. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? On m'a proposé de lancer un programme d'éducation au cinéma dans une université et comme ma carrière ralentissait, j'ai accepté. Pour vivre, je devais faire un film tous les ans ou tous les 2 ans pour subvenir aux besoins de ma famille. And I never did a lot of TV. I had too much ego to do episodic. Episodic is really, it's the writers that... J'ai donc fait un peu de télévision, mais j'avais trop d'ego pour faire de l'épisodique. Vous savez, la télévision épisodique, ce sont vraiment les scénaristes qui sont aux commandes. Il m'a donc semblé que c'était une bonne idée d'accepter ce poste d'enseignant, ce qui est très étrange de se retrouver soudainement dans le milieu universitaire quand on a été à Hollywood. Et puis évidemment, je n'ai pas pu faire de film pendant quelques années, et puis soudain, je n'étais juste plus à Hollywood. I was out of Hollywood. I was getting older. Je vieillissais, j'avais toujours un projet en cours, mais il ne semblait jamais aboutir. Il y a quelques années, j'ai cru que j'allais tourner un film de vampire. C'était un très bon scénario, nous étions en pré-production et le projet s'est effondré. Ça m'a brisé le cœur. In pre-production and it fell apart and it broke my heart, so sad. Cependant, je continue à penser que peut-être que je ferai un autre film, mais à ce stade, j'en suis pas si sûr. My life has sort of been ma vie a été une sorte de série d'accidents heureux en quelque sorte. Pour la plupart des films que j'ai réalisés, j'étais assis dans mon coin et puis soudain, hey, voilà le scénario de The Hidden, vous voulez le faire? Oui, d'accord. C'est un peu comme, je mets un message dans une bouteille, je l'envoie à la mer. Le matin, je me réveille, je me promène sur la plage et je vois qu'il revient la bouteille quand elle s'échoue sur la plage. Et peut-être qu'un jour, il y a une bouteille avec un message disant « Voici un autre film que vous pouvez réaliser » ou le message dira « Venez à mon festival de films, on vous y invite pour une projection » ou alors il dira « Venez faire un podcast avec Romain Plourde. » Romain Plourde. Plourde. Yeah, so that's kind of how, that's kind of. C'est un peu comme ça que ma vie s'est déroulée. Ce sont les cartes qui m'ont été distribuées. Et enseigner pendant des années m'a permis de mieux comprendre ce que je faisais par instinct auparavant. Ça m'a permis de vraiment analyser ce que je faisais parfois machinalement, sans même comprendre pourquoi je faisais ça comme ça. Je me disais que je serais un bien meilleur réalisateur sur ce film de vampire dont je vous ai parlé, qui a échoué maintenant que j'ai toutes ces connaissances. Mais peut-être aurons-nous l'occasion de le découvrir, qui sait à l'heure actuelle. J'ai 78 ans, je suis en bonne santé, mon esprit fonctionne et tout va bien. Je veux pas faire un autre film juste pour faire un autre film, j'ai l'impression d'avoir un héritage à laisser. Quel serait donc le film idéal pour terminer ma carrière? Je sais pas. C'est génial si je pouvais obtenir le financement nécessaire pour faire ce film de vampire.
Je pense que c'est un très très bon scénario. Je l'ai pas écrit, mais j'ai travaillé en étroite collaboration avec le scénariste, de l'idée à la version finale. C'est donc un projet qui me tient vraiment à cœur. I didn't write the script, but I worked very closely with the writer, from the idea to the final draft, so it's something that I'm very invested in. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup à Jack Sholder de s'être prêté au jeu de l'interview et d'être venu. Un gros merci à lui d'avoir supporté nos accents anglais qui sont terribles. On espère vraiment que ce format vous aura plu et que vous avez quand même pris du plaisir à l'écouter, parce que comme on l'a dit dans l'introduction, c'était pas facile à monter et tout, c'était un peu bordélique. On espère que ça a été informatif. Et par la même occasion, peut-être que vous avez découvert un cinéaste et vos prochains visionnages. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Il y a un espace commentaire sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, etc. qui est là pour ça. On espère que l'exercice se refera. Maintenant, on sait comment faire, on va mieux gérer la prochaine fois. Hein. Voilà, là c'était un peu les découvertes. Gros bordel au montage, mais c'est très très instructif pour nous. On verra qui viendra, on sait pas, mystère. En attendant, on se revoit en fin de semaine pour notre épisode sur l'orphelinat de J.A. Bayona, et on vous souhaite à tous une bonne semaine, et encore merci.